Alors, du coup, Ah, 3 secondes. Hop, vous m'entendez tous? Yes. Ouais. Super. Alors, du coup, moi, j'ai fait la passe et j'ai été admise en dentaire. J'aime beaucoup l'anatomie, donc c'est vraiment une matière que j'ai bien travaillée. Donc, pour moi, c'est un plaisir vraiment de vous aider. Alors, là, je me suis bien focalisée, en fait, sur l'ostéologie au niveau thoracique, donc tout ce qui est la clavicule, la scapula, les os du bras. Et j'ai vu un petit peu des questions d'anal qui tombaient souvent et sur lesquelles j'avais un peu de mal. Voilà, pour vous aider un petit peu dessus, comme ça, vous commencez à avoir vraiment des repères pour bien commencer. Alors, on va commencer par la question 1. Donc, parmi les propositions suivantes concernant la clavicule, laquelle ou lesquelles sont exactes? Alors, la clavicule est l'un des 2 os qui permettent de rattacher le squelette du membre thoracique au squelette axial. Alors, est-ce que vous avez réussi à trouver, enfin, est-ce que vous avez mis quel était vrai? Oui. Alors, en effet, c'est vrai, la clavicule et la scapula constituent la ceinture scapulaire. Alors, il faut bien vraiment retenir que cette ceinture scapulaire, elle est constituée vraiment que de la clavicule et de la scapula. C'est que ça qui permet de rattacher le squelette, donc du membre thoracique, au squelette axial. Il n'y a que ça. Si on vous met un autre os, c'est faux. Ensuite, la clavicule s'articule avec la scapula en dedans et le sternum en dehors. Alors, il faut faire très, très attention parce que dans les QCM, ils aiment beaucoup inverser. C'est vraiment, comme on a beaucoup de questions, bah, on lit et on répond vite. Et du coup, c'est vraiment, il faut faire attention parce que la clavicule, elle s'articule vraiment avec la scapula en dehors et le sternum, c'est en dedans. Et on le voit bien parce que le sternum, eh ben, il est, si vous voulez, en dessous de votre cou, donc il est vraiment en dedans de votre corps, alors que la scapula, l'omoplate, c'est plutôt en dehors. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention quand vous voyez en dedans, en dehors, à ce que ce ne soit pas un piège. La clavicule est dirigée obliquement en haut, en dehors et en arrière. Ça, c'est à retenir. Donc, c'est dans le cours que c'est écrit comme ça. Des fois, ils vont vous mettre obliquement en bas, en dedans ou en avant. Enfin, voilà, ils vont essayer d'inverser. Donc, il faut retenir en haut, en dehors et en arrière. La D. Médialement, la clavicule présente une courbure concave en arrière. Donc, vous aurez plusieurs coupes dans votre poli de la clavicule. Et en fait, dans la coupe médiale, donc vraiment quand on la prend du milieu, il faut vraiment retenir qu'elle a cette courbure médiale qui est convexe en avant. Donc, ce qui revient à dire qu'elle a une courbure médiale concave en arrière. En fait, convexe en avant, ça veut dire concave en arrière, tout simplement. Ça, c'est en fait des repères anatomiques qui vont vous servir pour tous les os. D'accord? Quand c'est convexe en avant, c'est concave en arrière. Le corps de la clavicule présente 2 faces. Sur sa face supérieure, on peut observer la gouttière du muscle subclavier dans laquelle s'insère ce muscle. Alors attention, le corps de la clavicule, il a bien 2 faces, mais c'est sur la face inférieure, en fait, qu'il y a la gouttière du muscle subclavier. La face supérieure, elle est lisse. En fait, quand vous prenez votre os de votre clavicule, vous voyez bien que sur la face supérieure, eh ben, elle est lisse, vous pouvez la palper, d'accord, votre clavicule. Et c'est par contre en dessous que le muscle il va s'insérer. Voilà, on peut passer à la question 2. Bon. Alors, vous me dites hein, si vous avez des questions. Hop, je regarde dans discussion si... Ok. Hop. Alors, la 2. Parmi les propositions suivantes concernant l'humérus, alors là, cette fois-ci, on passe sur l'os du bras.
Laquelle ou lesquelles sont exactes? Alors, la tête humérale représente le tiers d'une sphère d'environ 3 cm de rayon. Ça, c'est super important et ça tombe très souvent. Donc, en effet, le tiers d'une sphère d'environ 30 mm de rayon, ça équivaut à 3 cm. Ils aiment bien jouer en fait sur les mesures. C'est pour ça qu'il faut bien connaître les équivalences. Donc, il faut vraiment faire attention aux conversions. Mais ça, c'est vraiment à retenir, la tête humérale, 3 cm de rayon. L'axe de la tête humérale forme avec celui de la diaphyse un angle de 20 degrés. Alors, faux, avec la diaphyse, il y a un angle de 130 degrés, tandis qu'avec le grand axe de l'épiphyse distale, il y a un angle de 20 degrés. Alors, en fait, moi, je suis allée en cours et la prof aime beaucoup jouer sur les angles parce qu'en fait, on la voit, elle représente devant tout le monde les os et elle fait bien cette courbure, donc des angles, pour montrer la différence, donc l'angle de 130 degrés, l'angle de 20 degrés. Et donc vraiment, il faut faire attention à retenir du coup que pour l'axe de la tête humérale avec la diaphyse, c'est 130 degrés, hein. Ce n'est pas l'angle de 20 degrés. Le sillon intertuberculaire sépare les deux tubercules mineurs et majeurs. Donc ça, c'est vrai, en fait, c'est sur le schéma, tout simplement. La trochlée s'observe à la fois en vue antérieure et en vue postérieure, tandis que le capitulum ne s'observe que sur la vue postérieure. Alors attention, le capitulum, lui, se voit que sur la vue antérieure. D'accord? Donc le reste est vrai, c'est juste que le capitulum, lui, se voit en antérieur. Ça, c'est vraiment à retenir. L'épiphyse distale de l'humérus est aplatie d'avant en arrière. Son diamètre transversal est plus petit que son diamètre antéro-postérieur. Donc là, c'est faux, parce qu'en fait, l'épiphyse distale, donc là, il n'y a pas de problème, il est aplati d'avant en arrière. Donc, quand on dit qu'il est aplati d'avant en arrière, ça veut dire en fait que le diamètre transversal, donc quand on le coupe, il est plus grand et non plus petit que son diamètre antéro-postérieur. Donc ça, il faut vraiment faire attention parce que ils aiment bien jouer dessus. En fait, c'est l'inverse. Si elle est aplatie d'avant en arrière, ça veut dire que le diamètre transversal, il est plus grand et non plus petit. Ensuite, la prochaine question. Parmi les propositions suivantes concernant ce schéma de la scapula. Alors, elle aime bien mettre des schémas. Ça, c'est un schéma du coup qui tombe souvent. Je vous ai mis, hop, du coup, la légende. Alors, la scapula est orientée en dehors et en arrière. Donc la scapula, c'est l'omoplate, hein. Alors, c'est complètement faux. Elle n'est pas orientée en dehors et en arrière, elle est orientée en dehors et en avant. D'accord? Donc notre scapula, elle vient vers nous. Ça, il faut vraiment retenir ça. 1 est la fosse subscapulaire, concave en avant. Alors, on va voir. 1, donc fosse subscapulaire, excusez-moi. Donc, elle est ici. Hop. Donc, effectivement, ça fait un creux. Et en fait, c'est l'insertion du muscle subscapulaire. Donc, vrai, elle est parcourue par les lignes d'insertion du muscle subscapulaire. La surface supérieure de 4 est sous-cutanée. Donc, 4, c'est quoi? 4, c'est l'acromion. Donc, l'acromion, il est ici. Donc, c'est cette boule comme ça. Hop. Et en fait, donc effectivement, l'acromion, c'est une lame osseuse aplatie qui est renflée en palette. Donc, elle est vraiment sous-cutanée, c'est-à-dire qu'on peut la palper. Le segment horizontal de 15 est dirigé en bas et en dehors. Alors, 15, c'est quoi? 15, c'est le processus coracoïde. Alors, le processus coracoïde, il est ici. Hop, vous voyez, ça fait comme un doigt. Alors, ce processus coracoïde, là, qui sort, il forme un doigt demi-fléchi que l'on peut diviser en 2 segments horizontal et vertical. Donc, il est vraiment dirigé en bas et en dehors. Et 10, court et épais, livre passage au nerf suprascapulaire. Alors, 10, c'est quoi? 10, c'est le bord supérieur.
Donc, hop, ce côté-là. Donc, on nous dit qu'il laisse passage à un nerf. Faux, le bord supérieur est court et mince. Le reste de l'item est juste. Donc, quand on dit court et épais, c'est faux. Il faut bien retenir que ici, c'est tout mince. Ok, alors on passe à la 4e question. Alors, c'est encore le même schéma de la scapula. En fait, il tombe souvent et il est vraiment important de le connaître parce qu'ils aiment bien jouer dessus. Donc, il s'agit de la face costale de la scapula. Eh ben, c'est vrai, en fait. Quand vous allez avoir votre poli, avec les schémas, il y aura différents côtés. Et ça, on va vous montrer face costale, face dorsolatérale, etc. Donc là, c'est la face costale. Cette face de la scapula est convexe en arrière. Alors vrai, en fait, dans le cours, on va vous dire que la face costale, elle est concave en avant. Donc, comme on a dit tout à l'heure, concave en avant veut dire convexe en arrière. Ça, vraiment, je vous conseille de l'écrire sur un petit post-it. Et vraiment, à chaque fois en anatomie, ils peuvent très bien vous faire des petits pièges dessus. Donc, retenez concave en avant égale convexe en arrière. Alors, 5 est une surface articulaire destinée à l'humérus. Alors, faux. 5. Donc, ici, on nous dit que c'est destiné à l'humérus. Donc, l'os du bras, c'est un peu bizarre parce qu'on vous dit du coup que votre bras, il se rattache ici. Ça serait... on ne sait pas trop dans quel sens on est. Faux, c'est à la surface articulaire de l'acromion. Elle est destinée à la clavicule. Donc, en fait, il faut bien retenir que ici, vous avez votre clavicule qui va s'articuler. D'accord? C'est ce côté-là. Ici, c'est l'humérus. Ici, vous avez votre bras. Et ici, c'est la clavicule. D'accord? Donc, 13 est une surface articulaire destinée à la clavicule. Faux. 13 correspond à la cavité glénoïdale. C'est une surface articulaire destinée à la tête de l'humérus. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ici, l'humérus. Et ici, c'est la clavicule. 15 est le tubercule supraglénoïdal. Alors, 15, on nous dit que c'est le tubercule supraglénoïdal. Pardon. Celui-là, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure en fait dans l'autre question, et c'est le processus coracoïde. Ils aiment bien jouer sur ces processus, donc attention, c'est le processus coracoïde, tandis que le tubercule supraglénoïdal est désigné en 14. Le tubercule supraglénoïdal, il est ici. Voilà, alors, je passe à la question 5. N'hésitez pas vraiment si vous avez des questions, d'accord? Alors, concernant la scapula, laquelle et lesquelles sont exactes? Alors, la ceinture scapulaire se compose d'un seul os, la scapula. Alors, si vous vous rappelez la première question, quand je vous ai dit la clavicule, elle permet de rattacher le squelette thoracique au squelette axial, eh ben, en fait, c'est totalement vrai parce qu'on a dit que la ceinture scapulaire, attendez, je reviens à la première question pour que ce soit plus clair. La ceinture scapulaire, elle est constituée de la clavicule et de la scapula. Donc, quand on vous dit qu'elle est composée que d'un seul os, c'est faux, vu qu'il y a la clavicule. La scapula est plaquée sur la face antéro-supérieure du squelette thoracique. Alors, antéro-supérieure, ça veut dire en fait qu'elle est vraiment du côté, si vous voulez, antéro, vraiment sur la face, et supérieure. Or, c'est faux. La scapula, elle est vraiment plaquée postéro, vraiment en arrière. Donc, elle est plaquée sur la face postéro-supérieure du squelette thoracique. Vous voyez bien que votre omoplate, elle est en arrière, pas la clavicule. La scapula s'étend de la 2e à la 8e côte. Ça, c'est un repère anatomique très important. Donc, quand vous avez vos côtes, vous savez du coup que votre omoplate, elle se situe de la 2e à la 8e côte. La scapula est un os plat, mince, palpable, très fragile. Alors, en effet, c'est un os plat et mince, mais elle n'est pas palpable et fragile comme la clavicule car elle est protégée par des muscles. Donc, en effet, votre omoplate, vous avez l'impression qu'elle est très palpable, mais elle a bien des muscles parce que dans le dos, si vous voulez, c'est pas comme
le cou au niveau où c'est tout fin, vous pouvez tout palper, votre dos, il est protégé en fait par des muscles. Et du coup, vous avez plusieurs muscles qui vont recouvrir la scapula. C'est pour ça qu'on a une fosse subscapulaire où les muscles vont s'insérer. Donc attention, elle est pas palpable. La face dorsolatérale de la scapula est divisée en deux parties à l'union de ses 3/4 supérieurs et de son quart inférieur par l'acromion. Alors, là, en fait, c'était l'inverse. La face dorsolatérale de la scapula, donc dorsolatérale du côté du dos et sur le côté, elle est divisée en deux parties à l'union de son quart supérieur. Donc là, en fait, c'était à l'union du quart supérieur et de ses 3/4 inférieurs. C'est pas les 3/4 supérieurs et le quart inférieur, c'est l'inverse. Le quart supérieur et les 3/4 inférieurs, donc plus haut, on va dire. De plus, elle est divisée par l'acromion par l'épine scapulaire. Je vous montre. Hop. Non, je ne l'ai pas sur ce schéma. Mais en tout cas, c'est à retenir du coup. Le quart supérieur et les 3/4 inférieurs, et pas l'inverse. Parmi les propositions suivantes concernant l'humérus, donc là on revient sur l'os du bras. C'est un os vraiment important, elle insiste beaucoup dessus, c'est pour ça que j'ai préféré vous en parler. Donc l'humérus, c'est l'un des 3 os du bras. Alors attention, quand on vous dit les os du bras, il ne faut pas confondre le bras et l'avant-bras. L'humérus, c'est le premier os donc, qui est vraiment rattaché, comme on l'a vu tout à l'heure, à la clavicule. Donc, c'est le seul os du bras. Et l'ulna et le radius, eux, c'est l'avant-bras, donc ils vont rattacher jusqu'au poignet. Donc attention, c'est faux. L'humérus est un os long et bilatéral. On lui décrit une diaphyse et une épiphyse. Alors attention, les épiphyses, on sait que c'est les extrémités de l'os. Donc un os qui a qu'une épiphyse, c'est bizarre. Parce qu'il a bien une extrémité, il commence bien d'un côté et il finit d'un autre. Donc, ok, il est long et bilatéral, il a une diaphyse, mais il a 2 épiphyses. Sur la diaphyse de l'humérus, on repère la tubérosité deltoïdienne en forme de V ouvert en haut. Alors ça, c'est vrai, c'est vraiment une particularité de la diaphyse de l'humérus. Et on la voit sur la face antéro-latérale. Le trou nourricier s'observe sur la face antérolatérale de la diaphyse de l'humérus. Alors, en fait, elle va vous faire plusieurs schémas de l'humérus, donc des côtés. Donc, la vue plus postérieure, la vue antérieure, etc. Et il faut retenir, en fait, que ce petit trou nourricier, il se voit vraiment sur la face antéromédiale et pas antérolatérale. Vraiment en dedans de l'os. La face postérieure de la diaphyse de l'humérus présente dans son tiers supérieur le sillon du nerf radial. Alors, donc, le sillon du nerf radial, il se localise pas dans le tiers supérieur, mais dans le tiers moyen de la face postérieure de la diaphyse de l'humérus. Donc là, en fait, si vous voulez, je vous ai mis dans le tiers supérieur comme si que ça passait assez haut, mais vraiment, c'est au milieu. C'est vraiment au milieu que ça passe. Parmi les propositions suivantes concernant le schéma ci-dessous, lesquelles sont exactes? Alors, je vous ai remis un schéma de la scapula, mais cette fois-ci, il est de l'autre côté. Donc, 3 représentent les 3/4 inférieurs de la face dorsolatérale de la scapula. Alors, fosse infraépineuse. Elle est où cette fosse infraépineuse? Elle est ici. Hop. Donc, cette fosse-là, eh ben, c'est bien une séparation de la face dorsolatérale en 2 fosses supraépineuses, un quart et infraépineuse, qui se fait via l'épine scapulaire. Donc, j'ai bien 2 fosses, en fait, qui se créent, une ici et une ici. Et en fait, ces 2 fosses, elles sont divisées par cette épine, hop, qui passe.
Alors, 1 est une lame osseuse transversale triangulaire à la coupe. Donc, l'épine scapulaire, c'est le 1 du coup. C'est bien une lame osseuse transversale et qui, en fait, lorsqu'on la coupe, elle est triangulaire. 4 est un repère anatomo-clinique. Alors, 4, c'est l'acromion. Donc, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui va s'attacher, en fait, à la clavicule, enfin au niveau de 5. Hop, cet acromion, c'est un repère anatomo-clinique, c'est palpable. 7 est le bord spinal de la scapula. Alors, 7, bord médial, ce bord ici, c'est le bord médial. Ça veut dire que, en fait, là, vous avez votre bras, donc l'humérus qui va s'attacher par là. Et là, vous avez en fait le milieu de votre corps, donc la colonne vertébrale, tout ça. Donc, c'est bien médial. Donc, c'est l'autre nom du bord médial. Quant au bord latéral, il se nomme au bord axillaire. Donc, axillaire, ça veut dire latéral. Et spinal, c'est médial. Donc, en fait, un petit mémotechnique. Spinal, vous pensez un peu à la moelle spinale, donc la moelle épinière, donc c'est vraiment médial, le milieu du corps. Alors qu'axillaire, du coup, c'est latéral, c'est le côté du corps. 11 désigne la cavité glénoïdale recouverte du cartilage hyalin. Alors, hop, voilà. Donc ici, vous avez on a dit que c'est ici que l'humérus, il va s'articuler. Donc on a bien une cavité glénoïdale pour permettre cette articulation. Donc, c'est au niveau de la cavité glénoïdale que va s'articuler la tête humérale. Donc, on a un schéma, hop, ici, que vous pouvez voir. Donc, hop, je prends juste mes feuilles pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà. Alors, on est bon. Donc, 3 est encrouté de cartilage hyalin. Donc, ici, en fait, vous avez une articulation. Donc, il faut savoir que articulation, la plupart du temps, il y a cartilage hyalin. D'accord? C'est vraiment pour permettre ce glissement, ce frottement entre les os. Donc, en fait, le piège ici, c'est qu'il n'y a pas de cartilage hyalin au niveau des épines intercondylaires. Alors, hop. Donc, ici, on n'a pas d'articulation. Donc, comme il n'y a pas un os qui va se mettre ici, ce sont juste 2 épines, on ne va pas avoir de cartilage hyalin. Le cartilage hyalin, il va être plutôt sur les côtés. D'accord? Par exemple, ici, ça va s'articuler du coup avec la clavicule. Là, on aura du cartilage hyalin. Mais ici, comme on n'a pas d'os qui va se nicher dedans, alors ça ne sert à rien en fait qu'il y ait ce cartilage hyalin. 4, alors 4, c'est ça, cette fosse, est le repère anatomique de l'insertion du ligament patellaire. Alors vraiment, c'est important parce que ici, c'est vraiment là que va s'insérer en fait dans les fosses, vous voyez, dans les creux. Vraiment, les os sont très bien faits parce que justement, dans les creux, on va avoir des insertions précises de muscles, de ligaments. Et là, vraiment, dans ce creux, il faut retenir qu'on a ce ligament patellaire. 5 est saillant sous la peau. Alors, vous voyez 5, du coup, c'est cette ligne, hop, qui descend, d'accord? Et vraiment, c'est saillant. Ça veut dire que c'est vraiment triangulaire à la coupe, ça fait comme une pyramide, ça remonte bien. 6 est mal vascularisé. Donc ça, c'est juste à retenir, c'est un détail du cours à retenir par cœur. Et ça s'appelle aussi la malléole. Voilà, donc ça, c'est vraiment par rapport au schéma du poly et par rapport au descriptif, en fait, qu'elle donne. Ça tombe souvent, donc je me suis vraiment inspirée des annales, des petits pièges méchants qui sont donnés pour vraiment que vous soyez vigilants et que vous ne tombez pas dans le piège. Parce que vraiment, ça serait dommage. Voilà, alors moi j'ai fini pour cette partie sur l'ostéologie thoracique. Est-ce qu'il y a des questions
Vraiment, je suis ouverte à toutes les questions que vous pouvez avoir. Excusez-moi. Oui, Quand vous nous avez donné le QCM, on n'a pas eu oui. la question 8 et, c'est l'os du tibia, c'est ça? La question 8. Alors, c'est pas l'os du tibia. Attendez, hop. Alors, en fait, je vous explique. J'ai fait 7 questions et puis la 8, je l'ai faite cet après-midi. Je ne savais pas en fait si vous l'avez reçue ou pas. Du coup, si vous ne l'avez pas reçue, c'est pas grave. Mais effectivement, c'est l'os du tibia. Ah ok, parce qu'en fait, vous nous avez dit à un moment la clavicule, etc. Et je me suis dit, c'est un peu Ah bizarre. oui, effectivement. Effectivement, je me suis trompée. En fait, je me suis trompée de schéma, mais tu as bien fait de me dire. Merci beaucoup. De rien. Bravo. T'es pas tombée dans le piège alors. De rien, Mais pas de oui. souci. Alors, oubliez la question 8, d'accord? Euh, hop, vous l'oubliez jusqu'à la question 7, sinon c'était bon pour vous. Normalement, c'est bon. D'accord. Et pour les autres? Oui, c'était bon. Ouais, Et ouais, j'avais c'est une bon. question aussi, si Oui, possible. C'est à la question 5, au oui. E, quand vous dites la phase dorsolatérale de la scapula. Est-ce que on est obligé de dire la phase dorsolatérale ou pas? Parce que moi, j'ai cru au départ que c'était juste la partie latérale de la scapula. Et genre, si vous aviez dit juste la face dorsale de la scapula, enfin, je sais pas si vous comprenez, mais quand vous avez dit la face dorsolatérale, j'ai cru que vous parliez que de la droite de la scapula. Je sais pas si c'est compréhensible. Et Alors attendez, juste c'est la question 5, c'est ça? c'est ça, au niveau de la E, du petit E. Alors, la face dorso-latérale de la scapula. Toi, tu avais compris juste la face latérale? Ouais, parce qu'en fait, comme il y avait déjà dorsal, enfin, il y avait déjà, voilà, je savais déjà que c'était au niveau de la scapula, c'était précisé après. Donc, en fait, quand j'ai vu dorsolatéral, j'ai cru que c'était la droite de la scapula, vu que la scapula est déjà précisée. Je sais pas si c'est D'accord, compréhensible. mais de toute façon, là, le piège, il n'était pas dessus, en fait. C'était vraiment pour montrer que Oui. euh, Oui, oui, je sais. Je c'était l'ai vu, vraiment mais pour inverser les 3/4 et le quart, tu vois, supérieur et inférieur. C'était ça, mais en fait, dorsolatéral, c'est pareil que latéral, hein. Enfin, je suis OK. d'accord avec Enfin, est-ce toi. enfin, c'est pareil que dorsal, par exemple, on aurait pu donc c'est la même chose. Oui, oui, C'est juste oui, une précision, c'est juste un détail, c'est vraiment, ma exactement. seule question. OK, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut un éclaircissement sur quelque chose? C'est vraiment en fait des questions qui tombent souvent. Donc, c'est sûr il y a un certain vocabulaire à avoir, mais au fur et à mesure, on s'habitue et au plus vous allez vous entraîner, au plus vous allez voir vos schémas aussi pour voir ça c'est telle face, ça c'est tel côté. Vous allez plus visualiser les choses et vous allez mieux retenir. Vraiment, ne vous inquiétez pas, là c'est que le début, mais en tout cas, c'est ce qu'il faut avoir en tête et pour ne pas, perdre des points, bêtement, quoi. C'est dommage. Et du coup, est-ce que tu conseilles d'aller en cours pour l'anatomie? Alors, moi vraiment, j'allais en cours, en anatomie parce que j'aime beaucoup parce qu'en fait, les profs font des dessins et quand ils font leurs dessins, en même temps, ils écrivent, et ils rajoutent des choses, ça permet de mieux retenir, on va dire. Moi, franchement, dès que j'avais le cours, je savais, par exemple, la prof, elle insistait beaucoup sur, je sais pas, cet angle-là, sur cette face, on voit ça, mais dans l'autre face, on ne la voit pas. Des petits détails comme ça. Et quand on vient en cours, ça permet d'y faire attention. Alors que quand on n'y va pas, on peut passer à côté.
Donc franchement, moi, je trouvais ça super intéressant. Et puis les profs, ils sont vraiment très forts, ils dessinent très bien. C'est très attractif le cours, vraiment. Moi, ça m'aidait. Ok, merci. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Eh ben, écoutez, alors à bientôt. Je vais vous préparer du coup pour une prochaine fois un QCM sur cette fois-ci les parties du coup l'ostéologie pelvienne. Comme ça, on verra ensemble voilà, des détails auxquels il faudra faire attention. Voilà, ben, je vous souhaite vraiment des bonnes vacances. Il faut profiter quand même hein, avant la rentrée. Pas de stress, vous allez y arriver. C'est le début, c'est nouveau. Enfin, vraiment, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on est là vraiment pour vous aider, pour répondre à vos questions. Et vraiment, n'hésitez pas si vous avez besoin. Merci beaucoup. Voilà. Au Merci. revoir. Au revoir. Alors, À vous aussi. hop, je mets arrêter le partage et je regarde comment faire pour... Au revoir. Allez, au revoir, bonne journée. Enfin, bonne soirée.